Bienvenue à toutes et à tous pour notre exploration du jour. On va s'intéresser de près au busard des roseaux, Circus aeruginosus. Alors oui, c'est le plus grand de nos busards, un rapace qu'on imagine tout de suite dans les marais, mais on va voir qu'il est aussi plein de surprises. Tout à fait. C'est un oiseau emblématique des zones humides, mais son histoire récente montre une adaptation assez fascinante. Et pour en parler, on s'est appuyé sur pas mal de sources, des fiches très pointues d'oiseaux.net, de la LPO, Natura 2000. Oui, et aussi des synthèses, Wikipédia, des sites comme Lys Nature, Notre Nature, et même un retour de terrain de Picardie Nature très concret. L'idée, c'est vraiment de faire le tour de la question. À quoi il ressemble, où il vit, comment il se comporte, et surtout quels sont les défis pour lui aujourd'hui. Alors commençons peut-être par le reconnaître. C'est un rapace, disons de bonne taille. Oui, taille moyenne à grande pour un rapace, mais c'est vrai qu'il est plus grand, plus massif que les autres busards peu connus, comme le cendré ou le Saint-Martin. Il a de longues ailes, une longue queue. Et ce vol si particulier, non. Assez bas, souvent, avec les ailes un peu relevées, en V léger. Exactement. C'est un vol plané très typique, un peu chaloupé au-dessus de la végétation. Et puis ce qui frappe d'emblée, c'est la différence entre le mâle et la femelle. Le dimorphisme sexuel est vraiment très, très net. Ah oui, on peut difficilement les confondre, j'imagine. Une fois qu'on les a vus, non. Le mâle adulte, c'est une explosion de couleurs pour un rapace. Il a ce plumage tricolore, vraiment reconnaissable. Le dos est brun, un brun assez chaud, D'accord. mais le dessus des ailes et la queue sont gris cendré, très pâle, très visible. Et ça contraste fortement avec le bout des ailes, les rémiges primaires qui sont d'un noir profond. D'accord, donc brun, gris, noir sur le dessus. C'est ça. Et pour ajouter à ça, la tête, la nuque, la poitrine sont beaucoup plus clairs. Ça va du crème au beige, parfois un peu roussâtre, et c'est finement strié de brun. Ça ressort bien sur le ventre qui, lui, est plutôt brun-roux. Et vu de dessous, en vol. Alors là, c'est aussi très graphique. Le dessous de l'aile est bicolore, blanc ou crème, avec le bord de fuite et le bout de l'aile noir. Et puis, l'œil. Impossible de le rater. Un iris jaune très très vif. D'accord. Et la femelle alors? Rien à voir. Ah non, c'est le jour et la nuit ou presque. La femelle adulte est globalement brune. Un brun soutenu, qui peut même paraître presque noir selon l'éclairage, très uniforme en apparence. Mais elle a quand même des signes distinctifs. Heureusement, oui. Et ils sont très nets. Elle a une zone très claire, blanc, crème ou un peu jaunâtre, sur le dessus de la tête, la calante, et aussi sur la gorge. Souvent, elle a une tache similaire sur l'épaule, enfin, sur le bord avant de l'aile. Ah, ça c'est un bon critère. Oui, cette calotte et cette épaule pâle, c'est vraiment caractéristique. En vol, vue de dessous, son aile est plus sombre, plus uniforme que celle du mâle. Et un petit détail amusant, son iris change avec l'âge. Il est brun ou brun ambré quand elle est jeune, et il ne devient jaune vif qu'au bout de plusieurs années, parfois 4 ans ou plus. C'est long. Et le jeune, il ressemble à qui? Le juvénile ressemble un peu à la femelle, mais en encore plus sombre. Un brun chocolat très foncé, presque noir parfois. Il a aussi la tête crème, mais souvent teintée de roux, et un bandeau brun assez marqué qui lui traverse l'œil. Par contre, lui, il n'a pas la zone pâle sur l'aile, sur l'épaule, et son iris est brun foncé. Donc ce mâle tricolore, il est vraiment remarquable. Une des sources disait même qu'il est parmi les rapaces les plus colorés d'Europe avec le Milan royal. C'est bon à savoir pour l'identification. Tout à fait. Mais attention quand même pour les observateurs moins expérimentés. La femelle ou le jeune, tout brun, on pourrait peut-être les confondre avec un Milan noir, de loin, ou un aigle bouté sombre. C'est vrai que la couleur peut prêter à confusion au début. Mais la silhouette en vol, comme on disait, elle est vraiment différente. Ce V léger des ailes, cette longue queue, c'est la signature busard. Ça aide beaucoup à trancher par rapport à un milon ou un aigle. Et niveau taille, on est sur quoi concrètement? On est sur une longueur de 48 à 56 cm environ. Et une envergure qui commence à être sérieuse. 1,10 m à 1,30 m. Pas mal. Et il y a une différence de poids aussi, je crois. Oui, net. La femelle est plus costaude. Le mâle pèse, disons, entre 400 et 730 grammes en gros, alors que la femelle, elle, peut aller de 600 grammes à plus de 1,2 kg. Ah oui, quand même. Les moyennes qu'on cite souvent, c'est autour de 500 grammes pour le mâle, 700 grammes pour la femelle. Bon, maintenant qu'on sait le reconnaître, la question c'est où est-ce qu'on le trouve? Son nom, Busard des roseaux, donne une bonne piste, j'imagine. Oui, c'est l'indice principal. Historiquement et encore aujourd'hui, il est très très lié aux zones humides. Son habitat de cœur, ce sont les grandes roselières, ce qu'on appelle les phragmités.
celles qui bordent les étangs, les lacs, les marais. Exactement. Que ce soit à l'intérieur des terres ou sur le littoral, le long des fleuves calmes aussi, en France, logiquement, on le trouve bien implanté dans les grandes régions de marais et d'étangs. La Brenne, la Sologne, la Camargue, évidemment. Oui, le Forez aussi, les étangs du Languedoc, la Dombes, et puis dans le nord-est. Mais ce qui est intéressant, c'est que les données montrent qu'il a aussi bien progressé plus récemment dans d'autres régions. Ah oui, lesquelles? On le voit maintenant bien installé dans le nord, en Picardie, en Normandie, et même en Bretagne où il était plus rare. C'est plutôt un oiseau de plaine, cela dit. Mais ce qui m'a frappé dans les sources, c'est cette histoire d'adaptation. Apparemment, il ne se contente plus des zones humides. Absolument. Et c'est sans doute l'un des points les plus marquants de son écologie actuelle. On l'observe nichant de plus en plus fréquemment dans les champs. Dans les champs, carrément. Oui, oui. Dans les cultures de céréales, le blé, l'orge, l'escourgeon, parfois même le colza. C'est un changement assez spectaculaire par rapport à son image d'oiseau des marais. Et on sait pourquoi il fait ça? Il y a plusieurs hypothèses, probablement complémentaires. D'une part, c'est sûr que ses habitats traditionnels, les zones humides, ont beaucoup régressé. Drainage, mise en culture, Donc moins de place dans les marais. voilà. Et d'autre part, il faut se souvenir qu'après avoir failli disparaître, sa population a fortement augmenté suite à sa protection dans les années 70. Du coup, il y a peut-être une sorte de trop-plein dans les meilleurs sites, et certains oiseaux ont dû, ou pu, coloniser des milieux moins typiques, mais disponibles. C'est sans doute un mélange des deux. D'accord, c'est logique. Et au niveau mondial, il est répandu. Oh oui, très largement. Ça couvre une bonne partie de l'Eurasie tempérée, depuis l'Espagne et le Royaume-Uni jusqu'en Asie centrale, voire en Extrême-Orient russe. Et il y a aussi une population en Afrique du Nord-Ouest. Et il y a des sous-espèces. On en reconnaît classiquement deux. Celle qu'on a chez nous, Circus aeruginosus, qui couvre l'Europe et l'Asie, et puis Circus aeruginosus arterti, qui vit au Maghreb et dans le sud de l'Espagne. Elle est un peu plus claire apparemment. Très bien. Passons maintenant à son comportement. On a parlé de son vol de chasse lent au ras du sol, c'est déjà beau à voir, mais j'ai lu des descriptions de la parade nuptiale qui ont l'air assez incroyables. Oui, la parade du mâle, c'est un vrai spectacle aérien. C'est un des grands moments de la saison de reproduction. Pour séduire la femelle ou affirmer son territoire, il se lance dans des acrobaties assez folles. C'est-à-dire, Il monte très haut dans le ciel et puis il pique, des piquets vertigineux suivis de remontées, des tonneaux, des sortes de loopings qu'on appelle des festons. Parfois, il simule même des attaques sur la femelle qui peut elle aussi participer à ces jeux aériens. ça doit être magnifique à observer. Oui, et tout ça, c'est ponctué de cris très particuliers, des sortes de sifflements un peu plaintifs, des wink, wink répétés. Et il y a cette fameuse scène dont tout le monde parle, le passage de proie en vol. C'est décrit comme un moment clé. Comment ça se passe exactement? J'ai du mal à visualiser. Alors ça, c'est vraiment un moment de grâce, une coordination parfaite entre les deux oiseaux. Imaginez, le mâle revient de la chasse, il a une proie dans ses serres. Souvent, c'est pour ravitailler la femelle qui couvre, ou les jeunes au nid. D'accord. Il arrive près du nid et lance un cri d'appel spécial. La femelle l'entend, elle quitte le nid, s'envole et va à sa rencontre. Elle se place souvent un peu en dessous de lui. Et là, Et là, au moment précis où le mâle lâche la proie, la femelle fait une pirouette éclair, une sorte de demi-tonneau sur le dos, juste le temps d'attraper la proie en plein vol avec ses propres serres. Puis elle se remet à l'endroit et s'en va avec son butin. incroyable. Quelle agilité. C'est vraiment fascinant à voir, une synchronisation millimétrée. En dehors de ces moments forts de la reproduction, par contre, le busard des roseaux est plutôt discret, assez silencieux. On ne l'entend pas beaucoup crier. Pas tellement. On entend surtout les cris d'alarme si on s'approche trop du nid. Ce sont des séries de kiek, kiek, kiek ou de kek, kek, kek assez aigus. Et puis bien sûr, les jeunes au nid qui réclament à manger, avec des puis très insistants, qu'on peut entendre d'assez loin. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'il mange ce busard pour faire toutes ces acrobaties? Plutôt un régime spécialisé ou il prend un peu tout ce qui passe? Ah non, c'est clairement un opportuniste, un généraliste. Son menu est très très varié. Ça dépend beaucoup de l'endroit, de la saison, de ce qui est disponible. Mais il a des proies préférées quand même? Oui, on voit souvent revenir les petits mammifères dans les analyses. Les campagnols, les rats, mulots. C'est une base importante. Il mange aussi beaucoup d'oiseaux. Les oiseaux d'eau, j'imagine. Surtout les jeunes, oui. Les jeunes foules que les jeunes poules d'eau, les canetons, qui sont plus faciles à attraper dans les marais. Mais il peut aussi capturer des passereaux, adultes ou jeunes. Et puis il ne dédaigne pas les amphibiens, comme les grenouilles, ni les reptiles, lézards, jeunes couleuvres. Vraiment varié. Oui.
Et en Afrique, pendant l'hivernage, il peut même se spécialiser sur de gros insectes, comme les sauterelles. Et un point important, souligné dans nos sources, il est volontiers nécrophage. C'est-à-dire qu'il mange des animaux déjà morts. Exactement. Il n'hésite pas à profiter d'un cadavre, que ce soit un poisson mort au bord de l'eau ou même une victime de la route. Très opportuniste, je vous dis. Et sa technique de chasse, c'est ce vol bas dont on parlait. C'est sa technique principale, oui. Ce vol lent, planant juste au-dessus des roseaux ou des cultures. Il repère une proie et utilise l'effet de surprise pour fondre dessus. Il peut aussi chasser à l'affût, depuis un piquet de clôture ou un buisson bas. Une source mentionne même une technique assez tenace. Ah oui? Laquelle? Apparemment, il peut harceler certains oiseaux aquatiques, les forcer à plonger encore et encore jusqu'à l'épuisement pour pouvoir les capturer plus facilement. Malin! Et socialement, il vit en solitaire ou en groupe? C'est intéressant. Il défend un territoire autour de son nid, mais si l'habitat est vraiment riche et étendu, il peut nicher en colonies assez lâches, plusieurs couples assez proches les uns des autres. D'accord. Et il y a aussi un phénomène assez fréquent chez lui, la polygamie. Plus précisément la polygynie, c'est-à-dire qu'un mâle peut s'accoupler avec plusieurs femelles, souvent deux, parfois plus, qui ont chacune leur nid dans son territoire, surtout quand la nourriture abonde. Un vrai pacha. On peut dire ça. Et pour finir sur le côté social, en dehors de la période de reproduction, l'hiver notamment, ils ont tendance à se regrouper le soir pour dormir. Ils forment des dortoirs communs. Dans les roseaux, j'imagine. Typiquement, oui. Au cœur des grandes roselières, c'est le plus sûr. Mais, chose étonnante, on en a aussi observé qui utilisaient des parcelles de culture haute, comme le maïs, pour dormir en groupe. Encore une preuve de son adaptabilité. Décidément. Venons-en justement à la reproduction. Le nid, on a compris, c'est traditionnellement dans les roseaux. Mais s'il niche dans les champs, ça se passe comment? Le site préféré reste la roselière, bien dense, bien haute. Ça offre la meilleure protection. Le nid est généralement au sol ou sur un petit tas de vieux roseaux, mais toujours très bien caché. Et c'est une grosse construction? Assez, oui. C'est une plateforme qui peut faire 60 à 80 cm de diamètre, voire plus. Elle est faite surtout de tiges de roseaux secs, mais il peut y ajouter d'autres plantes, parfois quelques petites branches. C'est surtout la femelle qui construit, mais le mâle aide en apportant des matériaux. Et dans les champs, il fait pareil, hein? Oui, il s'adapte. Le nid est construit de la même manière, au sol, caché au pied des céréales ou dans l'épaisseur du colza, avec les matériaux qu'il trouve sur place. Parfois, on trouve aussi des nids plus petits ou des sortes de plateformes annexes qui servent pour manger ou pour l'accouplement. D'accord. Et la ponte, c'est à quelle période? Ça commence assez tôt, en avril principalement, et ça peut aller jusqu'en mai, voire début juin. Dans le sud, ça peut même démarrer dès mars. La femelle pond en moyenne 3 à 6 œufs. Blanc, je crois. Oui, blanchâtre, sans tache. Pendu à quelques jours d'intervalle. Les extrêmes peuvent aller de 1 œuf seulement jusqu'à 8, mais c'est rare. L'incubation commence souvent dès le premier ou le deuxième œuf pondu. Ah, donc les jeunes ne vont pas éclore en même temps. Exactement, c'est ce qu'on appelle une éclosion asynchrone. L'incubation dure entre 31 et 38 jours et c'est la femelle qui couve quasiment seule. Le mâle, lui, la nourrit pendant ce temps. Et cette éclusion décalée, ça a des conséquences? Oui, ça crée une différence de taille et de force entre les poussins dans la même nichée. Les premiers-nés sont plus gros, plus forts. Les derniers, les plus jeunes, sont clairement désavantagés, surtout si la nourriture se fait rare. C'est une forme de régulation naturelle en quelque sorte. Dur pour les derniers. Et combien de temps ils restent au nid? Assez longtemps, environ 35 à 40 jours avant de commencer à explorer les alentours immédiats du nid. Leur vrai premier envol, c'est plutôt vers 50-55 jours. Et après, ils sont autonomes? Pas tout de suite. Ils restent dépendants des parents, surtout du mâle pour la nourriture, pendant encore 2 à 4 semaines après avoir quitté le nid. Ils apprennent à chasser. La maturité sexuelle, elle, n'arrive que vers 2 ou 3 ans. D'accord. Et est-ce qu'on sait combien de jeunes arrivent en moyenne à prendre leur envol? Le succès reproducteur, c'est souvent un point sensible. Ah, les polygames. C'est pas énorme quand on pense qu'elles pondent jusqu'à 6 œufs. Non, il y a pas mal de pertes. œufs non fécondés, prédation, nid, manque de nourriture. Quant à la longévité, une fois qu'un busard a passé le cap difficile de la première année, son espérance de vie moyenne est d'environ 4 ou 5 ans. Mais ils peuvent vivre plus vieux. Ah oui, certains individus atteignent 15-17 ans. Le record absolu observé grâce au bagage serait même autour de 20 ans. Impressionnant. Alors après la reproduction, vient le temps du voyage.
pour beaucoup d'oiseaux. Le busard des roseaux, il part loin, c'est un migrateur. C'est un migrateur partiel. Ça dépend vraiment d'où il niche. C'est-à-dire? En France, par exemple, les busards qui nichent dans le sud, comme en Camargue ou sur la côte méditerranéenne, sont plutôt considérés comme sédentaires, ou alors ils font juste de petits déplacements locaux en hiver. D'accord. Par contre, ceux qui nichent plus au nord ou à l'est de la France, et bien sûr toutes les populations de Scandinavie, d'Europe de l'Est, d'Asie, eux, ils sont clairement migrateurs. Ils quittent leur site de nidification à la fin de l'été. Et ils vont où? Ils descendent vers le sud pour passer l'hiver au chaud. Les zones d'hivernage principales se trouvent autour du bassin méditerranéen, Espagne, Italie, Afrique du Nord, mais surtout plus au sud, en Afrique de l'Ouest et en Afrique subsaharienne. Ils traversent le Sahara. Oui, beaucoup traversent le Sahara. Certains vont même très très loin, jusqu'en Afrique australe. Il y a ce cas célèbre d'un oiseau bagué en Europe et retrouvé en Namibie. Incroyable. Quelle distance? Oui, et les populations asiatiques, elles, vont hiverner plutôt sur le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. Ce qui est intéressant aussi, c'est sa façon de migrer. Comment ça? Contrairement à beaucoup de grands rapaces planeurs comme les cigognes ou certains aigles, qui suivent des couloirs très précis pour passer les détroits comme Gibraltar ou le Bosphore, Oui. le busard des roseaux, lui, migre sur un front beaucoup plus large. Et il n'hésite pas à traverser de grandes étendues d'eau, comme la Méditerranée. Il ne dépend pas autant des courants thermiques. Ah, c'est assez remarquable pour un oiseau de cette taille. Et les dates de migration, c'est quand? La migration vers le sud, la post-nuptiale, c'est principalement en août, septembre, octobre, ça peut aller jusqu'en novembre. Et le retour vers les sites de nidification, la prénuptiale, c'est plutôt de fin février à mai. Et tout le monde fait le même trajet. Pas tout à fait. On a remarqué une migration différentielle. Les jeunes oiseaux, lors de leur toute première migration en automne, auraient tendance à prendre des routes un peu plus à l'ouest que les adultes. Et certains s'arrêteraient peut-être au nord du Sahara la première année, ne traversant le désert que plus tard. Fascinant. Bon, abordons maintenant un sujet plus préoccupant. Les menaces qui pèsent sur lui et sa conservation. Les sources sont assez claires là-dessus. Il a eu une histoire compliquée avec les humains. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Historiquement, il a beaucoup souffert de la persécution directe. Comme beaucoup de rapaces, il était vu comme un nuisible. Un concurrent pour les chasseurs d'eau. Exactement. Surtout pour le gibier d'eau, les canards, les foulques. Du coup, il a été massivement tiré, piégé pendant des décennies. Même si aujourd'hui il est protégé par la loi, les sources indiquent que le tir illégal existe malheureusement encore. Ah bon? Où ça? Apparemment, c'est une menace qui persiste dans certaines zones côtières, en Méditerranée, mais aussi sur la façade atlantique ou la Manche, là où les busards hivernent ou passent en migration, et où il y a une forte activité de chasse au gibier d'eau. Mais au-delà du braconnage, la menace principale aujourd'hui, c'est plutôt son habitat, non? Oui, absolument. Toutes les sources insistent là-dessus. Le problème numéro 1, c'est la destruction et la dégradation des zones humides. Le drainage pour gagner des terres agricoles. Souvent pour faire du maïs, j'ai lu. Oui, par exemple, des cultures qui ne lui conviennent pas du tout. Il y a aussi l'urbanisation qui grignote les marais, la rectification des rivières, la destruction des roselières pour faire des étangs de pêche ou des bases de loisirs. Et même quand les roselières restent, elles peuvent se dégrader. Oui, par la pollution, l'eutrophisation qui étouffe la végétation, ou par le surpâturage, ou même à cause d'espèces invasives comme le ragondin qui peut détruire les jeunes pousses de roseaux. Tout ça, ça réduit la surface et la qualité des sites où il peut nicher et chasser. Et cette fameuse adaptation aux champs de céréales dont on parlait tout à l'heure, qui semblait une bonne nouvelle, finalement c'est aussi un piège. C'est exactement ça. C'est le revers de la médaille. En allant nicher dans les champs de blé, d'orge et de colza, le busard des roseaux s'expose à un danger énorme. La destruction de son nid et de ses jeunes pendant les travaux agricoles. Surtout au moment de la moisson, j'imagine. Oui, c'est le moment critique. Les dates de récolte, surtout pour l'orge ou le colza, qui sont moissonnés tout en saison, coïncident pile avec la période où les jeunes busards sont encore au nid ou viennent juste d'en sortir et ne volent pas encore assez bien pour s'échapper. Les moissonneuses-batteuses sont une cause de mortalité majeure dans ces milieux. C'est terrible, mais on peut faire quelque chose? Heureusement, oui. C'est là que des actions de conservation très ciblées sont essentielles, comme celles que mène Picardie Nature par exemple, qui sont mentionnées. Le but, c'est de repérer les nids tôt dans la saison, en travaillant main dans la main avec les agriculteurs. Et ensuite? Ensuite, on met en place des mesures de protection. Ça peut être poser une petite clôture autour du nid pour le signaler, ou, encore mieux, convaincre l'agriculteur de laisser une petite zone non moissonnée autour du nid, juste quelques mètres carrés, jusqu'à ce que les jeunes aient pris leur envol. Et ça marche? C'est encourageant.
Il y a d'autres menaces moins directes? Oui, il y a les menaces plus insidieuses, l'empoisonnement indirect. C'est un vrai problème. D'une part, via les pesticides utilisés dans l'agriculture, qui peuvent contaminer les proies ou affecter directement les oiseaux. D'accord. Et d'autre part, et ça c'est bien souligné, via les raticides. Surtout les anticoagulants comme la bromadiolone, qui est parfois utilisée massivement pour lutter contre les campagnols dans les champs ou contre les ragondins et les rats musqués près des zones humides. Et le busard mange ces rongeurs empoisonnés. Exactement. Il mange les rongeurs affaiblis ou déjà morts et il s'empoisonne à son tour. C'est un gros problème. Il y a aussi la question de la pollution chimique plus générale, la bioaccumulation de polluants comme les PCB qui ont pu, dans le passé, amincir la coquille des œufs et réduire le succès de reproduction. Et le plomb de chasse. Oui, le Saturnisme aviaire. Le busard peut ingérer des grenailles de plomb en mangeant du gibier d'eau blessé ou mort qui en contient. C'est encore une menace dans les zones de chasse. Et puis, bien sûr, il y a la prédation naturelle sur les nids. Par qui? Le renard, le sanglier. Ils peuvent détruire pas mal de nichés, surtout si l'habitat est fragmenté et que les nids sont plus faciles d'accès. Bon, face à tout ça, où en est-il aujourd'hui? Quel est son statut de conservation? Est-ce qu'il est en danger? Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il bénéficie d'une protection légale très stricte. En France, c'est depuis 1976. Au niveau européen, il est à l'annexe 1 de la directive Oiseaux, ce qui oblige les pays à protéger ses habitats. Il est aussi couvert par les conventions de Berne, de Bonn, la CITES, Et ça a eu un effet? un effet spectaculaire. Son histoire récente est une sorte de success story de la conservation. Après avoir vraiment frôlé l'extinction locale dans certains pays, comme en Grande-Bretagne au début du XXe siècle, Oui. ses effectifs ont connu une remontée incroyable à partir des années 70-80, après sa protection. Ça a même surpris les spécialistes à l'époque. On a vu des recolonisations impressionnantes au Danemark, aux Pays-Bas. Et en France aussi, il a fortement augmenté et regagné des régions d'où il avait disparu. Donc aujourd'hui, il n'est plus considéré comme menacé. À l'échelle mondiale, l'UICN le classe en préoccupation mineure, LC. Ses effectifs globaux sont jugés importants, et la tendance en Europe est même considérée comme stable ou en légère augmentation par BirdLife. Mais, Il y a un mais. oui, les sources indiquent qu'après la forte croissance des années 70 à 90, on observe depuis plutôt une stagnation, voire une légère régression dans certaines régions, y compris en France. Probablement parce que les meilleurs habitats sont saturés et que la pression sur les zones humides et agricoles continue. Et on a une idée des effectifs en France? Les estimations des années 2000 donnaient entre 1600 et 2200 couples nicheurs, ce qui en fait le busard nicheur le plus rare de France, moins commun que le Saint-Martin ou le cendré. Ah oui, comment? Donc préoccupation mineure au niveau global, mais une situation fragile au niveau national. C'est ça. Il n'est pas en danger critique immédiat, mais sa situation dépend vraiment des efforts de conservation. La protection des zones humides restantes est cruciale. Et la gestion des nids dans les milieux agricoles est devenue absolument essentielle. Des actions de sauvetage des nids, on sait que ça marche très bien pour le busard cendré, ça sauve jusqu'à un tiers des jeunes caillets. C'est sans doute tout aussi bénéfique pour le busard des roseaux. Bon, si on essaye de résumer un peu tout ce qu'on a appris grâce à nos sources sur ce busard des roseaux, on retient d'abord l'image d'un rapace vraiment élégant, avec cette différence frappante entre le mâle et la femelle, des ballets aériens incroyables comme la parade ou ce passage de proie si particulier. Oui, c'est un oiseau qui marque les esprits. Mais au-delà de l'oiseau symbole des marais, ce qui ressort vraiment, c'est son incroyable capacité d'adaptation. Il a su revenir de loin après la persécution, grâce à sa protection, et il montre une flexibilité étonnante en colonisant les paysages agricoles. Tout à fait. Mais comme on l'a vu, cette adaptation, c'est à double tranchant. Ça lui ouvre des portes, mais ça l'expose aussi à de nouvelles menaces très directes liées à l'agriculture moderne. Donc sa conservation reste un défi permanent. Ça passe par la protection des zones humides, bien sûr, mais aussi par trouver des moyens de mieux cohabiter avec les activités agricoles. Exactement. Et peut-être, pour ouvrir une dernière réflexion, cette interaction de plus en plus forte entre le busard des roseaux et le monde agricole, c'est vraiment un phénomène clé pour son avenir. Or, l'agriculture elle-même, elle n'arrête pas de changer. L'eau qui s'adapte et des pratiques agricoles qui évoluent sans cesse, comment est-ce que ça va jouer dans les décennies à venir? Est-ce qu'on verra de nouvelles adaptations du busard? Ou au contraire, est-ce qu'il va se retrouver dans de nouvelles impasses? Quel levier on peut actionner pour que cette coexistence fonctionne? C'est une question essentielle. Oui, c'est sans doute là que se jouera une bonne partie de l'avenir de ce fascinant oiseau des marais, qui est devenu aussi, qu'on le veuille ou non, un oiseau des champs.